Bonjour Maurice Audry. Bonjour. L'Humanité organise un forum Marx le 17 février à Bellevilloise à Paris. Ce sera une journée de rencontres et de débats ouverts tout gratuitement consacrés à l'œuvre de Karl Marx et ses résonances contemporaines, avec des lectures de textes et des débats combinés à des éléments artistiques. L'Humanité en même temps va aussi publier dans les prochains jours un hors-série Coup de jeune pour Karl Marx. Pourquoi cette effervescence du journal fondé par Jean Jaurès pour un autre vieux monsieur à barbe blanche? D'abord, Karl Marx n'a pas autant été un vieux monsieur. La preuve, le film de Raoul Peck qui vient de sortir, le jeune Marx, nous montre un Marx en pleine jeunesse, en pleine activité, faisant la connaissance d'Engels et élaborant ce qui sera quand même un des monuments de la philosophie et de l'économie, c'est-à-dire le manifeste du Parti communiste, puis évidemment le Capital, qui est l'œuvre maîtresse de Karl Marx. En même temps, bon là il y a une occasion qui est un bicentenaire, mais en plus de ça, il y a une actualité, je dirais, très forte de Marx, qui est le fait qu'il semble revenir en force dans les questionnements autour du capitalisme aujourd'hui. J'en veux pour preuve cette déclaration assez surprenante, mais au fond tout à fait fondée, du chef économiste de la banque Natixis, il y a quelques jours, Patrick Artus, qui est d'ailleurs un économiste reconnu et apprécié, et Patrick Artus qui disait tout simplement, et qui dit dans une note interne, la dynamique du capitalisme est bien aujourd'hui celle qu'avait prévue Karl Marx. Et cette dynamique, c'est quoi? C'est précisément que le fonctionnement du capitalisme aujourd'hui aboutit à un appauvrissement dans l'ensemble des salariés, des travailleurs, et à un accroissement des inégalités qui, elles, sont facteurs de crise financière. Donc on pourra y revenir plus profondément, mais ce que je veux dire simplement, c'est que la question et les questions posées par Marx et les analyses qu'il a développées, bien entendu au plan philosophique au départ, mais ensuite à travers le Capital, avec toujours une vision très, très profonde, eh bien elles sont toujours de pleine actualité dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui. Donc, comme si vous êtes d'accord, on revient à la naissance. Donc, il est né en 1818. Oui, à Trèves. Oui. À Trèves, donc ça fait 200 ans. C'est ça que Marx devient très vite un étudiant en philosophie brillant. Hein, et un avocat. Un avocat, mais surtout un jeune philosophe. Un jeune philosophe sans doute très proche à l'époque des idées de Hegel, mais qui très vite va comprendre une chose en termes de philosophie, et qui au fond est un renversement de l'histoire de la philosophie, quoi qu'on en dise, même si chez les philosophes antérieurs il y a bien des intuitions très fortes, très, très brillantes, notamment chez Kant, chez Hegel, Descartes bien sûr. Mais Marx va comprendre une chose, au fond, ce qu'on va appeler le matérialisme, c'est que ce n'est pas la conscience qu'on a du monde qui va déterminer le monde, mais que c'est le monde qui va déterminer la conscience. Et c'est ce renversement, on peut dire renversement, même si le terme peut être discuté, parce que, notamment par rapport à Hegel, mais c'est cette nouvelle notion qui va conduire Marx à penser que pour comprendre les faits humains, il faut partir de l'analyse des faits à la fois sociaux et des faits historiques. En d'autres termes, il dit, et ça il le dit explicitement dans ce qu'on a appelé les thèses sur Feuerbach, à la fin de l'idéologie allemande, qui est son ouvrage philosophique majeur, écrit avec Engels, et où la 6e thèse sur Feuerbach dit expressément « L'essence humaine n'est pas une abstraction à l'individu isolé dans sa réalité même, mais dans l'ensemble des rapports sociaux. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humain tel qu'il se définit est un animal social, un être politique, ça Aristote l'avait déjà dit au début de ses essais politiques, mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on pensait auparavant, si vous voulez, qu'il y avait une sorte d'essence humaine a priori, de figure humaine, qui allait s'incarner dans les hommes concrets. Marx dit non, ce sont les hommes concrets qui agissent, etc., mais ce qu'est l'essence humaine, c'est ce que l'action humaine va définir. Ce n'est pas quelque chose qui va venir du ciel pour rentrer dans les hommes, j'essaie de l'expliquer comme ça. C'est au contraire le fait de l'existence humaine et de sa pratique, en général, qui nous conduit à cette notion de qu'est-ce que l'homme. Voilà. Donc ça, philosophiquement, c'est fondamental. Et du coup, ça conduit Marx
à, je dirais, abandonner, si on peut dire, la philosophie, je dirais, au sens classique du terme, hein, pour la conduire à son relatif achèvement de ce point de vue-là, et qui est tout simplement d'arriver, de passer à l'étude des conditions concrètes, matérielles, qui font ce que sont les hommes. Donc la rédaction du Capital, après de multiples tentatives, comme l'introduction à l'économie politique, les comptes de risque, etc., des manuscrits, mais il va s'attaquer à la rédaction du Capital, qui reste aujourd'hui encore une œuvre absolument fondamentale. Donc les critiques de thèse de Feuerbach, donc il avait 27 ans. Et ça fait que 3 ans après, ça veut dire à 30 ans, lui, et Engels à 28 ans, c'est deux génies, deux jeunes génies, qui font la manifeste. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui a bouleversé le monde culturel, philosophique, économique? Dans le manifeste du Parti communiste, il y a d'abord cette idée que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est la première phrase du manifeste, et l'histoire des luttes de classe. Entendons-nous, quand on dit l'histoire de toute société, ça ne veut pas dire l'histoire de toutes les formations sociales, l'histoire de la culture, etc. Mais fondamentalement, Marx et Engels pensent que, au fond, les sociétés se développent de par leur base matérielle, leur base productive et les luttes de classe qu'elles impliquent. Qu'est-ce que ça veut dire, lutte de classe? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'à certains moments de l'histoire, le plus simple, c'est par exemple la montée de la bourgeoisie, par exemple dans la France, à partir de, on va dire, de la fin du Moyen-Âge, cette montée d'une bourgeoisie, je dirais, commerçante, une bourgeoisie d'affaires, qui prend de plus en plus d'importance dans les villes, je schématise bien sûr, et que finalement, dans l'action, dont le pouvoir va être entravé par les privilèges encore accordés à la noblesse. Cette bourgeoisie va, je dirais, émerger progressivement, donc c'est une classe nouvelle qui va prendre la place de la classe aristocratique jusqu'à effectivement la Révolution française, où cette bourgeoisie, pas seulement, on ne peut pas réduire la Révolution française à la prise de pouvoir par la bourgeoisie, mais fondamentalement, c'est quand même de ça qu'il s'agit au plan économique, c'est le moteur. Et de même que Marx et Engels auront cette intelligence de dire que le capitalisme, certes, est producteur de terribles inégalités, c'est un capitalisme qui va être prédateur, exploiteur, etc. L'exploitation est au cœur de la pensée de Marx. Mais que ce capitalisme-là va développer de manière impétueuse les forces productives et créer du même coup ceux qui la vont... richesse. Oui, bon, la richesse, etc. Mais créer du même coup une masse importante de nouveaux travailleurs, de salariés, qu'on va appeler à l'époque le prolétariat, et que, en fait, ce prolétariat, du plus il s'étend, et plus, au fond, il met en avant la contradiction majeure du capitalisme. C'est-à-dire que, en fait, le capitalisme, à la fois, il crée le prolétariat, mais il ne peut exister qu'en exploitant le prolétariat. Alors, le mécanisme d'exploitation, et ça, c'est une des grandes idées de Marx qui est au cœur du Capital dès le départ, le mécanisme de l'exploitation, c'est la plus-value. Qu'est-ce que ça veut dire, la plus-value? Ça veut dire que ce que le salarié va faire dans l'entreprise et le salaire qu'il va recevoir pour son travail, ce n'est pas le salaire de son travail, ce n'est pas le salaire du produit de son travail, c'est le prix auquel le capitaliste paie sa force de travail, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le capitaliste, ou le chef d'entreprise, disons, va payer un salarié pour travailler un certain nombre d'heures, il va le payer à un certain prix. Par exemple, 50 euros. 50 à l'exemple. Hein, mais le produit du travail, c'est-à-dire ce qu'a fabriqué le travailleur, ne va pas lui revenir. Ce n'est pas le produit de son travail qu'on lui paye, c'est sa force de travail pendant un temps donné. Et l'excédent, c'est-à-dire la marchandise produite qui va aller sur le marché, cet excédent, il va au capitaliste. C'est ça dans la poche du patron. Voilà. C'est ça la plus-value. Donc on comprend bien que le mécanisme même de l'exploitation, le capitaliste, qu'il soit gentil, méchant ou pas, peu importe, le capitaliste, dans la logique même du capital, et parce qu'il a aussi derrière lui soit son profit personnel, soit des actionnaires, il va être amené à faire pression en permanence sur le travail, sur le salaire auquel il paye la force de travail, hein, sur la productivité, essayer dans le même temps de faire produire davantage, hein, et pour accroître sa plus-value. Voilà.
Donc le cœur de l'exploitation, il est là. Et ça, c'est ce que Marx et Engels, et Marx essentiellement dans le Capital, avancent comme, je dirais, c'est le cœur de la lutte, de ce qu'on appelle la lutte des classes. Voilà. Alors on peut raconter tout ce qu'on veut, bien entendu. On entend régulièrement le patronat nous dire que la lutte des classes est terminée, que c'est une vieille lune, etc. Mais bien sûr que non. La lutte des classes, ce n'est pas une invention de Marx, ce n'est pas une lubie des salariés. La lutte des classes, c'est une réalité inscrite dans les mécanismes même du capitalisme. En fait, et c'est assez amusant, mais il arrive parfois que des gens bien intentionnés, de gauche, pensant se réclamer du marxisme, aient envie de s'écrier « Vive la lutte des classes ». Eh bien non, c'est pas « Vive la lutte des classes ». La question, c'est « Vive le dépassement de la lutte des classes », vive la fin de la lutte des classes, vive la fin de l'exploitation capitaliste. Voilà, donc on comprend bien pourquoi on dit ça. Mais ça, c'est une interprétation, je dirais, un peu cocasse. Donc on comprend qu'il est très jeune, même actuellement, les idées qu'ils ont ébranlé, troisième millénaire, et son avenir est devant nous. Mais écoutez, le problème qui nous est posé et qui est par rapport à Marx, c'est que, bien évidemment, il y a eu une éclipse de Marx. Elle est due pour l'essentiel, disons-le carrément en mettant les pieds dans le plat, elle est due essentiellement à la faillite des systèmes qui, au XXe siècle, se sont réclamés du communisme. Hein. C'est-à-dire que là, les idées de Marx ont été malheureusement, je dirais, pour le dire clairement, associées à la façon dont a fonctionné l'Union soviétique, puis les pays socialistes ou dits socialistes autour, et qui est une expérience qui, on est bien obligé de le constater malheureusement, aboutit à un échec, et qui a handicapé pour longtemps non seulement l'idée communiste, mais qui a handicapé, je dirais, la pensée de Marx lui-même, identifiée à un système, je dirais, rigide, pour ne pas dire totalitaire, mais enfin assez largement totalitaire, et qui a abouti, y compris, à un échec économique. Donc le problème, c'est qu'effectivement, on a eu, dans l'URSS, etc., une sorte de marxisme, je dirais, dénaturé, simplifié, dogmatisé, qui ne correspondait pas à la pensée de Marx, qui est une pensée vivante, toujours en mouvement, et se défiant d'elle-même. Marx avait cette formule un peu amusante, en disant lui-même « je ne suis pas marxiste ». Donc c'était bien pour dire qu'il refusait complètement de figer les choses. Et donc, voilà, le problème, c'est que cette pensée-là, elle a été, je dirais, effectivement éclipsée, occultée par les déformations qu'elle a subies au XXe siècle. Alors, il faut noter de ce point de vue-là que un certain nombre, par exemple, d'intellectuels, même de communistes, ont mis en garde contre ces déviations, même si, de son côté, le Parti communiste français a quand même tardé pour, je dirais, en faire la critique qui commence d'une manière effective au 22e congrès en 1976 du Parti communiste, où il définit la démocratie comme étant le but et le moyen de ce que les communistes se proposent. Donc là, bon, on ne va pas revenir sur tout ça, mais le problème, c'est qu'effectivement, la pensée de Marx a été occultée, sauf que maintenant, elle revient en force. Et elle revient en force parce que justement les contradictions du capitalisme commencent à éclater au grand jour. Sans aller jusqu'à ce que disait Patrick Artus, que je citais tout à l'heure, il faut quand même noter qu'à Davos, par exemple, le chef économiste du FMI s'inquiétait lui-même de la croissance des inégalités dans le monde en disant mais on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on va vers des explosions sociales. Je résume. Et donc il y a bien un questionnement. Alors la question, le problème, c'est qu'effectivement le capitalisme tente d'y répondre en s'adaptant, en se coulant dans des figures nouvelles. C'est ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron en France en essayant de présenter une mondialisation qui serait, je dirais, mondialisation heureuse, etc. Mais précisément ça ne peut pas marcher. Pas forcément autour de l'idée de mondialisation, mais autour du capitalisme actuel, parce que, là on y revient à travers ce que disait Patrick Artus, le capitalisme, d'une part, a connu en 2008 une crise profonde, très grave, mais il va vers de nouvelles crises.
parce que la suraccumulation... 2008, vous voulez dire 2008, la crise des subprimes, bien sûr. Parce qu'il va pourquoi il va vers de nouvelles crises? Parce qu'il y a une telle suraccumulation financière aujourd'hui que chaque capital, pour se rentabiliser, est amené à prendre des risques considérables, comme de prêter de l'argent à des gens qui n'en ont pas, ce qui est à la racine de la crise des subprimes. C'est-à-dire qu'on parie sur le fait que ces gens vont pouvoir rembourser, et s'ils ne le peuvent pas, on s'arrange pour reporter le risque en cascade sur d'autres que le principal capital prêteur. C'est-à-dire qu'on prend ce risque-là, et en même temps on le reporte avec ce qu'on appelle les produits dérivés, jusqu'à finalement ce que l'origine de l'argent prêté se noie ou semble se noyer dans une série de petits ruisseaux, etc. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand ça ne peut plus rembourser, que l'argent ne revient pas, il y a une bulle financière, ce qu'on appelle une bulle financière qui se dégonfle, qui explose. Et à partir de là, eh bien, comme la principale banque, le principal capital a eu l'intelligence, on va dire, en termes capitalistes, de reporter le risque, eux, ils s'en sortent, mais les autres disparaissent. Surtout les consommateurs. Et voilà, mais surtout, et les capitaux aussi, les capitaux rivaux, les capitaux secondaires. Et ça, c'est ce que Marx avait analysé, en grosso modo, autour de l'idée de suraccumulation et de dévalorisation, c'est-à-dire que la suraccumulation conduit à la crise financière, et cette crise financière qui est due à la concurrence des différents capitaux entre eux et à leur difficulté à se rentabiliser au niveau où ils le voudraient, fait que les capitaux majeurs, les capitaux les plus importants, vont tout simplement faire disparaître leurs concurrents, c'est-à-dire les autres capitaux, pour pouvoir régner à eux seuls sur un marché qui de toute manière n'est pas extensible à l'infini. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est ce que dit Patrick Artus, je y reviens encore, en disant que la dynamique du capitalisme aujourd'hui est bien celle qu'avait prévu Marx, et qu'elle produit des inégalités, y compris par une pression permanente sur les salaires de la part du capitalisme, pour continuer justement à se rentabiliser, et là on revient à la notion de plus-value, et que ces inégalités du coup appauvrissent l'ensemble des salariés, et que donc les débouchés deviennent de plus en plus difficiles, qu'on va vers la spéculation, vers les risques accrus, et donc vers l'explosion d'une nouvelle bulle financière. Parfait. Donc je rappelle la publication de notre hors-série Coup de jeune pour Marx, que vous pouvez commander en cliquant ici, sur ce lien, et le forum Marx qui se tiendra ce 17 février à la Bellevilloise à Paris. Pour vous inscrire, en participer gratuitement, cliquez là. Merci beaucoup Maurice. C'était un plaisir. On se retrouve donc au forum à Bellevilloise. Vous y serez? Oh, c'est probable que j'y ferai un petit tour, oui. Parfait. Bien.